Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. À côté de l'actualité des régionales prévues pour se tenir en décembre prochain et presque reléguée au second plan, se trouve celle des marches du 22 septembre. Échec ou pas, échec, tout dépend dorénavant au Cameroun de quel côté on se trouve dans cette bipolarisation du débat politique. Mais force est de reconnaître que la date du 22 septembre 2020 rentre petit à petit, et ce, sans trop d'efforts, dans les annales de l'histoire du Cameroun. Arrestation massive pré, pendant et post-manifestation, système de surveillance des responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun, du moins ceux qui ne sont pas encore arrêtés. Dans le communiqué du gouvernement signé le 25 septembre dernier, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui fait état, on apprend que la situation du professeur Maurice Kamto fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires et compétentes. Tandis que son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, fait également l'objet d'un examen par le ministère de l'Administration territoriale. Cette fois, Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Ndoufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Manifestation du 22 septembre, vers quelles conséquences politiques, Madame, Monsieur? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons convié en plateau à Douala, mais nous aurons aussi un intervenant depuis Paris. Il aura le temps de se présenter tout à l'heure. On commence par le plateau Douala. Bonsoir, Charles Njikam. Bonsoir, Sergent Laoutou. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. Vous êtes là pour le compte du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et en l'occurrence, eu égard au sujet de ce soir et de ses alliés également. Voilà. La coalition pour le changement. Voilà. À côté de vous, docteur Luisan Issomba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Laoutou. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux et très nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Maître Tegem, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos téléspectateurs toujours aussi nombreux. C'est un plaisir d'échanger ce soir. Bonsoir aux autres companélistes. Voilà, Maître Tegem, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est bien cela? Oui, voilà. Tout à fait. À côté de vous, le président de l'Alliance républicaine, Jacques Maboula. Bonsoir. Bonsoir Serge, c'est un honneur. Votre invité ce soir, bonsoir à tout le panel, bonsoir à vos millions de téléspectateurs aux quatre coins du monde. Je suis une fois de plus très touché par ce qui se passe dans notre pays depuis le 22 septembre. Je crois qu'il y a des raisons de s'interroger parce que les Camerounais, dans leur souffrance intime, implorent une seule chose, c'est l'avènement d'une république, de l'état de droit, des libertés fondamentales, le respect des droits de l'homme, mais aussi l'égalité de chance pour tous et partout. Je reste avec vous justement, Jacques Maboula. Je vais avoir votre appréciation de cette fameuse journée du 22 septembre. Ce qui s'est passé avant, vous avez appris ce qui s'est passé avant, pendant et après. Tout ce qui se passe depuis le 22 septembre, jusqu'à ce jour. Quelle lecture vous faites de cette journée du 22 septembre? Tout ce qui se passe autour de cette journée du 22. Écoutez, je pense que le changement dans un pays, l'engagement politique obéit à un ensemble de règles et de principes qu'il faille respecter. Même si on est déterminé pour porter ce changement, il faut préparer les populations au changement. Et je crois que beaucoup se sont jetés dans cette aventure en méconnaissance totale des lois et règlements relatifs aux manifestations publiques. Et la responsabilité des politiques est totalement engagée en ce sens qu'il faut toujours éduquer les populations sur les risques et menaces en matière de défiance de l'autorité de l'État.
Aujourd'hui, nous faisons recours aux lois internationales, c'est vrai, mais ces lois internationales ne s'appliquent que dans un contexte sécuritaire et qui tient compte du pays dans lequel vous intervenez. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont arrêtés, des femmes, des personnes qui pensaient qu'il s'agissait juste d'une marche symbolique. Aujourd'hui, nous sommes en train de reposer la liberté du Cameroun et l'autonomie même du Cameroun, voire sa souveraineté, sur des acteurs internationaux, ce qui pour moi est un mépris même de notre souveraineté. Et je crois que l'action du MRC, même si elle est volontaire et enthousiaste, aurait dû être pensée dans une dynamique et une synergie plus grande et plus sérieuse, parce que quand vous voyez le nombre d'acteurs qui ont porté cette marche, les anglophones qui étaient la cible principale de cette marche n'étaient pas représentés. Les principales figures de l'opposition n'étaient pas représentées. On a le sentiment que le professeur Maurice Kamto et le MRC ont pris une décision unilatérale et ensuite ont transmis... Est-ce qu'ils ont fermé la porte aux autres? Est-ce qu'ils ont empêché les autres de les rejoindre? De mon expérience et des échanges que j'ai eus avec certains acteurs de l'opposition, ils étaient très choqués du fait que la décision avait été prise lors de cette conférence et ils ont été ensuite informés par les réseaux sociaux de la démarche, des courriers qui étaient balancés ici et là par WhatsApp, etc. Donc je prends à illustration le chairman John Frundi qui s'est plaint du fait que lui, il a vu son message dans les réseaux sociaux. C'est après qu'il a eu un échange avec le professeur Maurice Kamto. Je vais donc prendre tout de suite, d'abord, je vais prendre la réaction de Charles Dicam, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous avez écouté Jacques Maboula. Oui, je l'ai écouté très attentivement. Je voudrais simplement lui rappeler qu'il ne s'agissait pas d'un congrès pour donner des invitations. Pour porter le sujet de la crise du Nozo, je ne pense pas qu'il faille être anglophone. Il suffit simplement d'être camerounais. Donc toutes les âmes de bonne volonté, ceux qui partageaient les raisons pour lesquelles nous appelions à marcher, pouvaient venir. Je ne pense pas qu'en dehors de la police, vous ayez vu quelqu'un interdire à un autre de venir se mettre à ses côtés pour se battre avec lui. Donc, de grâce, recentrons le débat. Je répète, il ne s'agissait pas d'un congrès. Il ne s'agissait pas non plus de l'Union pour le changement, comme dans les années 92, où on appelait les... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce combat-là, nous devrions pouvoir le porter les uns et les autres. D'accord ? Je pense qu'aucun d'entre nous n'est satisfait de la situation qui prévaut dans ce pays, particulièrement dans cette zone du Cameroun, et que toutes les âmes de bonne volonté, vous pouvez, vous également, demain, demander à marcher pour ça. Je pense, si vous partagez les mêmes idéaux, au moins que celui-là, avec moi, et avec tous les autres Camerounais. Ok. Voilà, merci. On prend tout de suite la direction de Paris, où nous attend Joseph Léa Angoula. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, bonsoir aux co-panélistes et particulièrement à M. Jacques Maboula avec qui j'ai quelque peu cheminé. Oui, pendant la présidentielle 2018. Salut les téléspectateurs de Equinox que je retrouve aujourd'hui. Voilà, Joseph Liangoula, je rappelle, vous êtes analyste politique. Bon, Joseph, dites-nous, vous avez vu ces événements, cette journée du 22, depuis Paris. Quelle est la lecture que vous faites de cette fameuse journée, comme j'ai dit, qui est en train petit à petit de rentrer dans les annales de l'histoire du Cameroun? 22 septembre 2020. Alors, tout le monde, comme nous, a sans doute constaté qu'il y avait beaucoup de mobilisation à la fois de l'opposition en amont de cette manifestation du 22, mais aussi des autorités qui ont réagi, je dirais même surréagi. On a vu des préfets, des gouverneurs, des ministres, des chefs traditionnels, des leaders associatifs qui se sont mobilisés soit pour s'opposer à cette manifestation, soit pour la soutenir, particulièrement du côté de l'opposition et de quelques acteurs de la société civile. Donc tous les regards, en tout cas, étaient braqués sur cette mobilisation, y compris ceux de la communauté internationale qui surveillaient de près ce qui devait se passer au Cameroun ce jour. On a constaté effectivement que le jour J, il y a eu manifestement des groupes itinérants de Camerounais qui ont voulu rejoindre les points de convergence définis dans le plan de mobilisation du MRC, mais il y avait un puissant, un impressionnant dispositif sécuritaire qui avait été déployé à la fois pour empêcher les manifestants de rejoindre les points de ralliement,
mais aussi pour disperser les manifestants sur le point même de ralliement, parce qu'à ce niveau également, il y avait un dispositif particulièrement robuste. On a par ailleurs constaté après une vague d'arrestations. Mais s'il y a un point que je voudrais souligner et partager également ici, c'est quand même l'originalité que l'opposition camerounaise est en train d'insérer, en tout cas dans le répertoire d'action politique, particulièrement dans le schéma de protection des manifestants. Nulle part ailleurs, en Afrique subsaharienne, on a vu une telle stratégie qui a brillé quand même par son innovation. Maurice Kamto a réussi à atténuer, à mon avis, la répression qui était envisagée en déployant toute une tactique qui reposait à la fois sur la mobilisation d'un avocat célèbre qui a mis sa notoriété, qui a engagé sa notoriété dans cette mobilisation en interpellant à la fois les partenaires bilatéraux du Cameroun, mais également en utilisant la vitrine qu'il dispose sur les réseaux sociaux pour rendre compte des événements relayés depuis le terrain de Joji. On a vu par ailleurs une diaspora particulièrement mobilisée devant les ambassades et qui menaçait de monter d'un cran dans la contestation si jamais il y avait des violations de droits de l'homme sur le terrain. Et puis on a vu sur le terrain des groupes de militants particulièrement actifs qui filmaient à la fois la mobilisation ainsi que les bavures qui pouvaient éventuellement être enregistrées. Et puis un collège d'avocats se constituait pour défendre les éventuels manifestants qui pouvaient être arrêtés. Je trouve qu'il y avait un haut niveau de synchronisation qui démontrait quand même une certaine originalité dans l'approche que l'opposition est en train de mobiliser aujourd'hui. Voilà, je reste avec vous, parce que vous êtes à 6000 km d'ici, vous êtes à Paris, Joseph Léangoula, le titre et la thématique, elle est là claire. Vers quelles conséquences politiques pour cette journée du 22? On va commencer par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment le MRC sort-il de cette journée du 22 septembre? Quelles sont les conséquences pour le MRC d'abord? Ah oui, Joseph, on va revenir à lui. Bon, docteur. Oui, Joseph Léangoula, je veux savoir, ma question est celle-ci. Quelles sont les conséquences politiques, comme c'est intitulé, pour le MRC? On va commencer par le MRC d'abord. Comment le MRC sort-il de cette journée du 22? Grandi, affaibli? Alors, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a eu au lendemain, avant même déjà, après et pendant les manifestations aussi, il y a eu une vague d'arrestations des militants du MRC. On a pu percevoir également dans le communiqué que le gouvernement a diffusé au lendemain des manifestations qu'il y avait une menace à peine voilée, à la fois de la dissolution du MRC, mais aussi de l'interpellation de ses leaders. On indiquait aussi dans le communiqué qu'un examen approfondi était engagé par les autorités judiciaires sur la question du parti, mais aussi de son leader. C'est à mon avis une stratégie qui participe aussi à discipliner, dompter ou apprivoiser des éléments intransigeants du MRC en faisant planer sur leur tête une sorte d'épée de Damoclès de la justice. Donc on ressent néanmoins côté gouvernemental, derrière les récentes offensives dans lesquelles il s'est lancé, une volonté manifeste de décapiter le MRC, d'assécher sa base de soutien et de le dissoudre définitivement. On rassemble là progressivement les éléments de la mort politique, mais aussi institutionnelle du MRC. Et quand je parle de mort politique, je préciserai même j'affinerai plus l'expression en parlant de mort organique, parce que ce qui est visé aujourd'hui, c'est les membres du MRC, c'est la tête du MRC et c'est son existence légale. Là, c'est ce qui constitue effectivement les éléments de la mort organique et de la mort institutionnelle du MRC. Mais pour parachever la mort politique, parti politique, il faut également tuer l'idéologie. Ce qui aujourd'hui reste difficile parce que le MRC, c'est un projet de société. Et ça l'est autant pour le RDPC, ça l'est autant pour le SDF. Le MRC, c'est une méthode, c'est une vision du rapport entre les données. Et là, le plus difficile, justement, c'est de tuer cette idéologie qui est progressivement en train de faire son chemin. Alors, je terminerai ici en disant quand même que deux scénarios d'avenir se dessinent pour le MRC dans l'hypothèse d'une dissolution du parti.
Dans le premier scénario, on verrait un parti qui bénéficierait par exemple d'un élan de solidarité du fait de la répression qu'il est en train de subir actuellement, et ce qui pourrait effectivement élargir la base de soutien du parti. Et dans le deuxième scénario, on pourrait voir le MRC, à l'issue de cette dissolution, basculer dans la clandestinité et voir même certains de ses membres mobiliser un répertoire d'action plutôt radical qui se rapproche un tout petit peu des options violentes. Il existe un précédent dans l'histoire politique de notre pays, c'est 1956, lorsque l'UPC, qui était un parti historique opposé à l'ordre colonial, a été interdit de participer à la vie politique du pays. Le résultat a été qu'une branche armée s'est constituée et cette branche armée a organisé la résistance depuis les maquis, et c'était donc là l'origine effectivement des fameux maquisards. Ok, merci Joseph Liangoula. Docteur Luison Isomba, 11 mois après la sortie de prison du professeur Kamto et les autres qui l'accompagnaient, qui étaient avec lui, qui ont passé près de 9 mois de ce côté-là, est-ce que, au regard de ce communiqué du gouvernement sorti, signé vendredi dernier, le pouvoir s'achemine comme ça vers les événements, on va le dire comme ça, de janvier 2019, c'est-à-dire qu'on a arrêté les leaders du MRC, c'est vers ça qu'on s'achemine? Serge Alonto, comme tout Camerounais, est pris de paix, surtout comme analyste politique et diversitaire aussi. J'ai pris soin de lire avec beaucoup d'attention le communiqué pris par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ce communiqué est un peu à l'image du visage de Jeanne de Fès, un visage de Janus. C'est-à-dire il y a des éléments dans ce communiqué qui peuvent enchanter, mais il y a aussi des éléments qui peuvent faire déchanter. Alors, s'agissant des éléments qui peuvent enchanter, on voit très bien que dans ce communiqué, le ministre de la Communication réaffirme l'autorité de l'État, réaffirme au-delà de l'autorité de l'État, mais surtout la puissance de l'État face à des velléités qui peuvent être attentatoires à l'ordre public, face à des velléités qui peuvent être également attentatoires à la déstabilisation. Également, dans ce communiqué, on voit très bien que le gouvernement salue la maturité du peuple camerounais, et je crois que cela rejoint ce que disait Feu Omar Bongo en son temps, paix à son âme. Il indiquait que s'il se réincarnait et qu'il devenait président de la République, il choisirait d'être président au Cameroun. Et le journaliste lui demandait pourquoi le Cameroun. Il dit tout simplement parce que c'est un peuple qui a une certaine maturité, c'est un peuple qui a une certaine responsabilité, mais c'est aussi un peuple qui est spontané. C'est-à-dire que spontané, et il a la raison, parce que nous avons vu en 2008 la réaction du peuple camerounais, et que nous avons placé sous le contexte de la crise de la faim. Nous avons vu un peuple camerounais qui est sorti sans qu'il y ait un pilote, sans qu'il y ait un leader qui puisse justement indiquer ou programmer une marche. On a vu un peuple qui est sorti. Alors maintenant, ce qui peut déchanter dans ce communiqué, c'est cette première des choses, on se rend compte que le gouvernement réinsiste sur la qualification de l'insurrection. Je crois que j'en profite ici pour le dire de manière technique qu'il y a une insurrection. L'insurrection, c'est lorsqu'il y a un soulèvement populaire au moyen de l'utilisation de la force armée en vue soit de déstabiliser l'État ou de procéder à une division du territoire. Or, quand on lit, on regarde très bien cette manifestation, aucunement on a vu que les manifestants avaient entre leurs mains des armes pour combattre avec nos forces de défense et de sécurité, et surtout l'intention n'a pas été de diviser le territoire du Cameroun. Donc, sur ces deux points, on peut dire qu'en réalité, le gouvernement camerounais ne fait qu'insister sur l'option insurrectionnelle qui, moi je l'ai indiqué autrement, je l'ai souligné autrement, qu'on pourrait plutôt parler d'un coup d'état d'inspiration civile et non une insurrection. Ou encore des actes portant atteinte à l'ordre public, bien évidemment. Maintenant, autre chose, je me rends également compte, quand on lit le fond de ce communiqué, que le gouvernement qui doit combattre fermement contre les velléités tribales et identitaires remet la question à l'ordre du jour, c'est-à-dire que fait une fixation tribale, et vous savez, c'est très dangereux dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'on fait une fixation sur la, je ne veux pas dire la tribalité, mais sur l'option tribale qui me paraît être très grave dans un pays comme le nôtre, qui doit vivre dans la cohésion sociale. Vous savez, ces gens-là,
les sociologues ne vont pas nous démentir. Tout parti politique, toute formation politique est d'abord construite sur la base ethnique. Ça, on ne va pas me le démentir. Mais lorsqu'on dit, le gouvernement se félicite également du fait que malgré la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique. Oui, je reviens simplement pour dire que le fait ethnique ici, c'est simplement peut se justifier sur les éléments de la composition de ce parti. Parce que quand on parle d'instrumentaliser le fait ethnique, ça veut dire que on voit déjà la composition ethnique de ce parti, des originaires, des personnes qui viennent de la même origine. On peut également... C'est le seul qui fait ça au Cameroun? Mais je venais donc pour vous indiquer que quand on voit aujourd'hui les partis politiques, tous les partis politiques à la base ont d'abord une constitution ethnique. Nous sommes au Cameroun. Oui. Et avant maintenant de procéder à un éparpillement justement des militants. Et je peux vous dire, par rapport au RDPC, moi je le dis ici, le RDPC c'est un parti administratif mais déguisé en parti politique. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce qu'au sein du RDPC, vous avez des gens qui n'adhèrent pas sous le fondement d'une idéologie du parti, mais qui adhèrent peut-être à la faveur d'un décret. Moi, je connais un vice-doyen qui a fait 14 ans vice-doyen. Il n'allait nulle part, mais le jour où on l'a nommé doyen, la première réunion à son village, il a mis les chartes du RDPC. Donc, c'est pour dire quoi? Que c'est un parti au sein duquel, aujourd'hui, on a des gens qui y adhèrent simplement parce que c'est le parti qui peut vous restituer un certain nombre de rentes, un certain nombre de prébendes. Mais si aujourd'hui, le RDPC n'est plus au pouvoir, vous allez voir que, un peu comme Pierre, il y a des partis qui vont régner, il y a des militants qui vont régner ce parti, et il y a des gens qui vont le trahir, un peu comme Judas dans la Bible. Alors, c'est donc pour dire quoi, ces gens-là autour, ce communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, comme je l'ai indiqué, porte donc en lui des germes, justement, de contestation, et des germes qui peuvent pousser, aujourd'hui, à jeter un peu d'huile dans le feu. Parce que le contexte s'y prête, ce n'est pas un contexte facile aujourd'hui. On voit que l'État du Cameroun est en proie à plusieurs crises. La crise sanitaire, la crise sécuritaire. Aujourd'hui encore, vous voyez qu'on tend vers une autre crise sociale et même politique, parce que ça va rejoindre le thème que vous avez posé aujourd'hui au pied du débat, pour indiquer que quand vous voyez aujourd'hui ces manifestations, la première conséquence que nous devons tirer, c'est la conséquence économique. Saint-Jean, tout le 22, les boutiques ont fermé. Imaginez-vous le manque à gagner. Donc, c'est sur le plan économique, j'entre dans ce domaine par effraction, ce n'est pas mon domaine, mais tout le monde a constaté que les boutiques ont fermé et c'était très grave. Au-delà de cet aspect, on voit que Saint-Jean, tout le peuple a besoin de deux choses. De plus en plus de liberté et de moins en moins de pauvreté. Dès lors que les deux choses sont jubilées, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on n'a pas besoin qu'un gouvernement prenne des mesures de police administrative pour réguler l'ordre. Ça se fait de lui-même. Donc, c'est pour indiquer que les conséquences sont d'abord économiques. Peut-être nous allons davantage rentrer sur les conséquences politiques et démocratiques tout à l'heure. Voilà. Maître Game, est-ce que, comme beaucoup, à la lecture de ce communiqué du gouvernement, vous avez l'impression qu'on s'achemine? Beaucoup pensent qu'on s'achemine, on prépare les esprits à une prochaine interdiction du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est votre sentiment? En tout cas, je n'ai pas de sentiment personnel par rapport à cela. Et vous avez lu ce communiqué? Oui, quand je le lis, je pense que ce gouvernement, par son porte-parole, communique. Et j'ai entendu tout à l'heure que le gouvernement s'attarde sur l'insurrection. Moi, je ne sais pas où il a trouvé cela. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il s'agissait d'insurrection. Le gouvernement a dit nous avons fait un choix, c'est le choix de la justice. Et la justice va nous fixer. C'est le choix du gouvernement. Maintenant, le gouvernement n'a pas qualité pour qualifier une infraction. Une infraction, il y a une justice au Cameroun qui existe. Et le gouvernement a fait le choix de la justice. Allez-y. Début. Je vais tout lire. Hein? Oui, allez-y. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République annonce à l'opinion publique nationale et internationale que le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020 dans le but affirmé de renverser les institutions de la République s'est soldé par un échec cuisant. Premier paragraphe du communiqué. Merci. Vérifiez ici. Moi, je n'ai rien à vérifier. Je vous dis que le gouvernement n'a jamais dit qu'il y avait une insurrection. Je vérifie quoi? Ah bon? Mais ce que vous dites, ce n'est pas ce que le gouvernement dit. Le gouvernement constate qu'il y a eu une marche. Et le gouvernement communique. Ce n'est pas le gouvernement qui qualifie.
C'est ce que je dis depuis. La qualification, le level de qualification est une... Mais sur les plateaux, maintenant, des juristes sont devenus... Moi, je ne sais pas. J'entendais l'excellent docteur Isomba tout à l'heure, qualifié, dit l'insurrection pour lui. Mais, docteur Isomba, vous avez beau qualifier, mais vous n'êtes pas juge, jusqu'à ce que je sache, sauf si vous êtes déjà devenu juge. Je suis un doctrinaire, je peux interpréter une loi. C'est une loi, ça? C'est une loi. Ou une qualification. Vous savez que la qualification relève autant des doctrinaires que des juges. Attention, ne rentre pas dans ces champs. Il me semble que pour l'instant, on est encore à une phase antérieure, les juges sont saisis. Et quand les juges sont saisis, on les laisse qualifier. C'est leur travail. Vous, si vous êtes doctrinaire, vous attendez la décision et vous la critiquez. Et alors, dans les revues, et vous le savez très bien, le gouvernement de la République est dans une posture de communication. Le gouvernement, dans ce communiqué, donne son sentiment sur un événement qui s'est produit. Le gouvernement dénonce l'anarchie de certains partis politiques. Parce qu'il faut aussi le dire, les partis ont mal d'inspiration. Les Camerounais ont d'autres problèmes, on ne les pose pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un problème de pauvreté. Nous attendions qu'on en parle, personne n'en parle. On parle du code électoral parce qu'on veut passer par là pour arriver à Etoudi. Les Camerounais ont d'autres problèmes. Il vaut mieux poser les problèmes des Camerounais au lieu de venir... Lorsqu'un parti politique a mal d'inspiration, il commence à parler d'anarchie. Le Cameroun n'est pas un pays de souveraineté. Dans Germinal. Le Cameroun est une démocratie construite avec des institutions qui existent et qui fonctionnent. Qu'on laisse chaque institution faire son travail. Maintenant, si nous voulons être un grand pays, comme je pense que nous le sommes déjà, parce que nous avons quand même fabriqué 3 chefs d'État dans ce pays. Nous avons dans ce pays des ballons d'or. Nous avons dans ce pays, d'ailleurs on nous a frustrés d'un Nobel de la paix, parce qu'après Brakassi, normalement on devait donner à notre président le Nobel de la paix. Comme on nous a frustrés d'un ballon d'or FIFA en 2006. Il y a un de nos joueurs qui devait avoir ce ballon d'or. Donc, si nous sommes un pays avec ces caractéristiques, ce n'est pas pour qu'on aille dire après que dans notre pays, on fait de l'anarchie pour arriver à Etoudi. Dans notre pays, en tout cas, celui que moi je considère comme étant le mien, peut-être ce n'est pas le vôtre, c'est un pays dans lequel il y a des règles démocratiques qui sont posées. Il y a des institutions qui existent et qui fonctionnent. On organise les élections, vous les gagnez. Si vous les perdez, vous acceptez la défaite et on passe à autre chose. On ne passe pas sa vie dans un pays comme le nôtre, qui est un pays démocratique, en mal d'inspiration, à créer tous les jours des situations qui, en réalité, ne font pas avancer les problèmes des Camerounais. Dites-moi, la marche du 22, même si c'était un luxe, dites-moi, ça a arrêté au nord-ouest et sud-ouest. Il faut arrêter avec ça, soyons un peu sérieux et commençons à travailler. Je pense que le travail, c'est que chacun d'entre nous se mette à travailler. Et un parti politique a pour principal devoir, même d'ailleurs, c'est respecter l'ordre républicain. Et j'ai toujours dit un parti politique doit avoir à son sein, peut-être que je suis mal placé pour le dire, un certain nombre d'organes qui sont chargés de former les citoyens. Lorsque vous dites ça, le docteur Isomba, et que votre étudiant suit, mais vous n'êtes pas gêné de voir qu'un étudiant, vous lui enseignez quelque chose à l'école et sur le terrain, il y a autre chose? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, excusez-moi. Vous ne vous gênez pas. Que j'ai dit. Non, vous ne vous gênez pas d'enseigner à l'élève que la qualification est une œuvre judiciaire et de venir ici dire que vous qualifiez. C'est le juge qui qualifie, pardon, excusez-moi. Et puis même lorsqu'on parle d'insurrection, il n'y a pas eu d'insurrection au Cameroun, on est dans la tentative punissable. Lorsque je le dis, moi je suis content si un étudiant de deuxième année me suit, parce que c'est l'article 94. La tentative, un commencement d'exécution, une absence de désistement volontaire. On est complètement, s'il y avait une qualification à faire, dans ce qu'on pourrait appeler la tentative punissable. Donc, moi ça m'ennuie, enfin, je n'ai peut-être pas qualité pour dire que ça m'ennuie, mais ça me gêne qu'on soit en train de parler du Cameroun, un grand pays, on est en train de construire une démocratie, on est en train d'aller vers l'exemplarité, et qu'on parle du Cameroun comme si on parlait d'un pays, je ne sais pas, le Cameroun aujourd'hui c'est une démocratie complète, accomplie. Nous devons plutôt tendre vers la démocratie américaine, la démocratie française, la démocratie britannique. Ce sont des rêves qu'on est Camerounais. On ne formule pas les rêves de marcher, aller à Etoudi, prendre le pouvoir. On ne marche pas aller à Etoudi. Si vous voulez aller à Etoudi, vous faites une campagne électorale, vous gagnez les élections, le conseil constitutionnel se prononce et dit vous avez gagné l'élection, on vous installe, à l'occasion de l'installation, vous faites un discours, vous marquez le coup et vous dites aux Camerounais désormais, voilà comment ça se passera. C'est comme ça que ça doit se passer dans notre pays. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut arrêter avec cette histoire où certaines personnes croient que, parce qu'ils pensent qu'ils ont été à l'école, grâce au Cameroun d'ailleurs, ils rentrent au Cameroun par une situation de déstabilisation regrettable. Vous imaginez, c'est une entreprise de chaos. C'est déjà grave au nord-ouest et sud-ouest. Et on veut le généraliser dans un pays comme le nôtre. Et on fait comment derrière? Non, un peu de responsabilité, s'il vous plaît. Et puis, professeur, docteur, je suis en appel à votre sens de responsabilité parce que vous êtes un enseignant. Et en tant qu'enseignant, je souhaite, peut-être que je suis rien pour vous le dire, vous avez le droit de penser parce qu'on est en démocratie. Mais il me semble qu'il faudrait, lorsque vous exprimez, vous rassurer que ceux qui vous écoutent reçoivent quelque chose de formation et que les Camerounais, que chacun
à son niveau, comprenne que dans une démocratie construite comme la nôtre, il y a des institutions qui existent, il y a des institutions qui fonctionnent. Je suis content en tout cas en ce qui concerne le communiqué du gouvernement parce que j'ai constaté que le gouvernement a choisi le traitement judiciaire des faits du 22. Le gouvernement n'a pas décidé par exemple d'interpeller les gens et les fusiller, non. Le gouvernement a dit, les personnes sont confiées à la justice, le problème du parti politique sera examiné par l'organe compétent quand vous prenez la loi 90/056, c'est effectivement le ministre de l'Acte qui est chargé de contrôler l'exercice ou l'activité des partis politiques. Le gouvernement agit dans le cadre légal. Et je suis tout à fait d'accord avec cela parce que nous sommes dans un pays, quand nous parlons, la jeunesse qui nous écoute, ceux qui sont à l'université, qui ont besoin d'un avenir. Ceux qui sont à l'université, qui sont à l'université et qui ont besoin d'un avenir, ont besoin qu'on les forme, qu'on leur enseigne ce qu'ils pourront demain laisser à la jeunesse. Parce que comme je l'ai toujours dit, en 90 au Cameroun, il y a des événements. Ceux qui en 90 avaient 10 ans, aujourd'hui en ont 40. Et en 90, il y a des gens qui disaient dans ce pays, ville mort, pays mort. Jusqu'à la conférence nationale souveraine. Il y a des enseignants qui ont servi pour fermer ceux qui aujourd'hui ont 40 ans. Leur devoir, c'est de rendre ce qu'ils ont reçu il y a 30 ans. Ok, d'abord, Dr. Lucien Somba. Je ne voudrais pas que ce soit un échange épistolaire entre maître et moi. Vous avez demandé la parole. Je voudrais tout simplement lui dire que je venais de faire une analyse où j'ai relevé le bon point du gouvernement qui réaffirme son autorité. Là, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, il ne le relève pas. Mais il va sur un aspect où, justement, je relève aussi les carences de ce communiqué. Qui, d'ailleurs, et ce n'est pas faux, le gouvernement réaffirme. D'ailleurs, ici, on voit que l'expression insurrection apparaît au moins 3 fois. Mais il nie que cela n'apparaît pas et que, Maître Tegem, l'interprétation d'une loi ou d'un texte, c'est vrai, repose entre prioritairement les mains d'un juge, mais les doctrinaires ne sont pas épargnés. Mon rôle en tant qu'enseignant d'université, c'est aussi d'interpréter. Même si c'est une œuvre primordiale ou tribunicienne du juge, mais le doctrinaire peut le faire aussi. Dans le sens justement d'éclairer ou d'accompagner la décision ou l'interprétation qui a été faite par le juge. Et autre chose, je veux que ces gens-là autour, il faut dire et aux Camerounais la vérité. Bon, je comprends avec mes politiciens, moi je ne le suis pas. Ce que je voudrais juste signifier, c'est que quand on parle d'insurrection, et je mets tout le monde à défi, quand on parle d'une insurrection, l'insurrection, c'est comme je l'ai défini, c'est-à-dire qu'une manifestation, un soulèvement populaire par la voie de la force, par la voie de la violence, où vous avez d'un côté les forces de défense et de sécurité qui utilisent les armes, et de l'autre côté les manifestants qui ont les armes. Et là, en réalité, nous sommes en présence d'une insurrection. Mais dans le cas de l'espèce, les gens ont marché pacifiquement. Au-delà de la question d'enseignant, M. Sergio, peut-être que je vous le dévoile aujourd'hui, j'ai été fait membre de l'Organisation internationale de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de protéger les citoyens. Parce que je l'ai dit, il y a deux choses. Les citoyens ont beaucoup plus envie de liberté et beaucoup moins de pauvreté. Alors, dès que toutes ces choses-là sont réglées, je crois que voilà également les points sur lesquels j'ai développé que M. Tegem devait aussi mettre à mon actif. Mais il a choisi l'angle mort pour indiquer que nous, les enseignants, on doit se résumer à rester dans les amphis. Je pense que ce n'est pas normal, cette approche. Et je crois que nous sommes là pour édifier les Camerounais. Charles Ndikam, M. Tegem dit que le gouvernement n'a jamais évoqué l'insurrection. Ça vous rassure ce soir? Non, rien de ce qui peut être dit par M. Tegem ne peut me rassurer. Comment ça? Déjà, ce terme-là est utilisé bien avant le 22. Oui. Je pense qu'il a dû, comme moi, faire des plateaux TV. Et ce que j'ai eu à faire avec ses camarades de parti, c'est ce qu'il mettait déjà en exergue avant même ce communiqué. Je voudrais dire autre chose. Je remarque ici, oui, je m'y attendais, la démocratie en construction, construite, je ne sais pas à quel niveau le chantier est, mais le mur est tordu et le maçon et l'entrepreneur mauvais. Que les jeunes qui nous écoutent comprennent d'abord une chose. Marcher, revendiquer est un droit. Si nous partons de ce postulat, tout ce que Maître Tegem a pu vous dire ne tient pas. Marcher, revendiquer est un droit constitutionnel que tous les Camerounais ont. Je voudrais également interpeller les uns et les autres ici. Je pense qu'avec WhatsApp, avec Google, tout le monde a accès. Dites-moi de quand date la dernière fois où l'opposition, un parti d'opposition, je ne parle même pas du MRC, a été autorisé à marcher dans ce pays. Donc chaque fois qu'une idée contraire veut s'exprimer, c'est soit de l'insurrection, soit de l'atteinte à la sécurité de l'État. Non, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Moi, in situ personne, je ne marche pas pour Camto.
Je marche pour toutes les raisons que je vois en sortant de chez moi le matin jusqu'à ce que je rentre le soir. Je suis heureux de constater que Maître Tegamoa a voulu que nous parlions de pauvreté. Mais qui l'a créé, cette pauvreté, depuis 38 ans? Qui l'a créé si ce ne sont pas ses camarades qui sont en charge de ce pays? Alors, vous marchez sur le pied d'un enfant, ou vous lui tapez dessus, et il ne doit pas pleurer. Où avez-vous vu ça? Où avez-vous vu ça? Nous sommes en 2021, au Cameroun. 2020, encore. Oui, quasiment. Oui. Mais il est impossible d'exprimer un avis contraire du parti État. Est-ce que c'est normal? C'est ce qu'il faudrait qu'on enseigne aux enfants à l'école? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Ok. Je voulais juste dire une phrase. Marcher rapidement. Marcher, manifester est un droit. Mais les thématiques font problème. Non. Ne m'embarquez pas dedans. Vous êtes avocat, moi je suis marketeur. Donc je pense que vous vous trompez. Un slogan qui dit quoi? Qui dit quoi? Je n'ai pas le droit de dire que je ne veux plus de M. Biya comme président. Je n'ai pas le droit de lui demander de s'en aller. C'est mon droit. C'est mon droit. C'est mon droit. Voilà, Jacques Maboula, lorsqu'on lit, on parcourt ce communiqué, deux idées, on pourra peut-être, c'est-à-dire les jours de liberté du professeur Kamto sont comptés, le MRC également, on s'achemine vers son interdiction. Est-ce qu'on ne s'achemine pas là vers une autre crise sociopolitique? Voilà, justement, en entrée de jeu, je disais qu'il y avait un problème d'éducation au changement. Oui. Quand vous voyez l'échange que nous avons sur ce plateau, les voix qui s'élèvent, si déjà des hommes d'une certaine stature intellectuelle ne s'accordent pas sur le changement, à plus forte raison, les populations à la base. Et quand je prends la déclaration cinglante du professeur Kamto dans sa conférence, il dit aussi, j'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé, avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus, emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir, sans qu'il y ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard. En tant que politique, quand je suis ce message, je me dis, derrière, il y a une planification d'une action qui va être menée, qui plus est, ils ont dit, il y a des actions qui vont être menées répétitivement. En tant que président de parti politique, des hommes m'appellent, me demandent comment tu as trouvé le discours du professeur Kamto. Je dis, au niveau du cœur de métier, il y a deux choses qui me chagrinent. On revient sur l'élection présidentielle de 2018. Et nous savons tous ce que dit le Conseil constitutionnel en matière. L'élection est terminée. Et moi, je ne peux pas engager des citoyens à revenir sur le verdict du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il met en place un dispositif pour faire partie le président Paul Biya. Quel dispositif? Vous dites marche pacifique, je veux bien croire. Mais avant que je m'y engage, je veux m'assurer qu'à un certain niveau, il n'y a pas peut-être des forces qui vont intervenir. Parce que quand je vois la translation rectiligne qui a été faite par rapport à la situation au Mali, ça a commencé par des marches, ensuite l'armée est entrée en jeu. Eh bien, on peut se retrouver en train de répondre de faits que nous ne connaissons pas. Et tous de suite, les acteurs de l'opposition se sont appelés. Et beaucoup ont été réticents parce qu'il n'y a pas eu communication. Maintenant, il faut responsabiliser la jeunesse. Est-ce que c'est judicieux d'aller défier l'autorité de l'État au regard du code pénal, des réalités légales au Cameroun? Moi, je dis, encore une fois de plus, non. Parce que c'est des enfants qui ne demandent qu'à aller vendre un bout de pain, c'est des enfants qui ne demandent qu'à aller faire quelques activités pour vivre. C'est la vie citoyenne qui risque d'être paralysée. Il y a une procédure institutionnelle pour porter le changement. Cette procédure et le timing du MRC nous a semblé inapproprié parce que ce timing risque de plonger le Cameroun qui est tout droit. Il faut préciser ici qu'un des objectifs de ces marches visait à empêcher la mise en place des conseils régionaux. Et nous savons qu'à la suite du grand dialogue et dans le processus de la décentralisation, il est impératif que les régions deviennent autonomes. Une des problématiques de la crise anglophone, c'est le déficit d'autonomie
de ces régions-là. Donc il est important que nous relevions le côté entrave à la mise en place des institutions. C'est des responsabilités juridiques, c'est des responsabilités également pénales. Et moi je dis en tant que responsable politique, j'ai des responsabilités qui m'obligent de protéger la vie, la liberté, les activités, la dignité de mes populations. Et je dis à ce niveau-là, il y a un déficit de communication, d'information et de formation des populations. Raison pour laquelle vous avez vu tous les acteurs pratiquement principaux majeurs de l'opposition ont trouvé que les objectifs n'étaient pas fédérateurs. À ce titre-là, beaucoup se sont rebiffés et naturellement, on ne peut que soutenir l'État dans un contexte où nous faisons face à une crise sécessionniste d'un côté et où on a peur que l'embrasement suive et que les populations se retrouvent dans la précarité la plus totale et l'insécurité la plus flagrante. Je comprends. Ok, rapidement, on va aller à Paris. Je comprends votre soutien, M. Maboula. Continuez de soutenir l'État. Seulement, les populations d'abord. S'il vous plaît. Je comprends votre soutien à l'État. Je crois que Maître Tegam saura leur dire que vous le soutenez. Ce que je voudrais vous dire, c'est que soit vous faites semblant, soit alors vous avez un sérieux problème avec la cohérence. Vous ne connaissez pas les deux motifs pour lesquels nous appelions à marcher. Il y en avait deux. Non, deux. Alors pourquoi vous invoquez autre chose? Vous invoquez autre chose, monsieur. Président illégitime. Sauf président illégitime. C'est un qualificatif. Ah ben non. Je dis bien que nous sommes sortis pour deux raisons. Deux raisons. Et vous les connaissez. Vous avez fait mine de ne pas les connaître pour aller rentrer dans le subsidiaire. C'est de la désinformation que vous faites. Je vous donne le S'il vous plaît, monsieur. Non, vous n'avez rien à me donner. Vous n'avez rien à me donner. Les deux motifs sont connus de tous les Camerounais. Sauf apparemment de vous. Mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Ce que je voudrais vous demander, la liberté de ces enfants auxquels vous vous adressez, ce n'est pas de pouvoir vous dire que vous faites mal. Ce n'est pas une liberté, ça aussi. Ce n'est pas une liberté. Ou la liberté, c'est toujours de vous dire que vous avez raison. Ou même quand vous faites mal, de se taire et de vous regarder. Jusqu'à présent, il me semble que cette liberté-là figure dans nos textes fondamentaux. Et il faudra qu'on apprenne à les respecter. Pour l'instant, vous n'en avez pas encore eu besoin. C'est de l'autre qu'il s'agit. Lorsqu'il pleuvra sur votre toit, je vous le rappellerai. Voilà, merci. Merci. Je vais répondre aussi. Non, mais vous avez parlé, allez-y donc. Oui, allez-y. J'écoute avec beaucoup d'attention l'aîné qui représente le MRC sur ce plateau indiquer qu'il a le droit. Mais monsieur, un, il y a un problème de thématique. Et deux, nous sommes dans une société organisée. Vous qui êtes juriste, il y a le thème dans l'autorisation de la déclaration de marche. Il y a le thème dessus. Je peux parler? Je vous en prie. Les libertés chez nous sont organisées. Il y a un cadre légal dans lequel elles s'exercent. Un parti construit. Donc, quand on veut manifester, il y a les préalables. Le gouvernement de la République a communiqué sur les préalables obligatoires. Tout à fait. En rappelant qu'on est en période de Covid. Tout à fait. Il y avait des risques de contamination, de propagation du virus. Nous sommes d'accord. Est-ce que vous avez respecté la procédure? N'allez pas toujours... Excusez-moi, à Bonabéry, il n'y avait pas de Covid. Excusez-moi, si vous allez m'interrompre toutes les 2 minutes, je ne sais pas si c'est un débat pour vous. Si vous voulez, je vous donne la parole. Non, si échangeons. Apparemment, vous voulez la conserver. Échangeons, je vous en prie. Supportez donc qui a le droit à la différence. Je ne pense pas comme vous. Nous sommes dans une démocratie accomplie. J'ai souvent très peur quand je vous écoute. Voilà. Vous ne me laissez pas. Vous me rejoignez. Vous êtes toujours en train de m'interrompre. Vous ne pensez pas comme moi et c'est possible. Vous êtes toujours en train de m'interrompre. Ça, je le regrette. Allez-y, vous m'aurez laissé aller au bout de mon raisonnement. Vous avez un grave problème, excusez-moi. Peut-être que c'est votre droit. Mais lorsque vous faites une manifestation en indiquant que vous allez renverser l'institution présidentielle, vous attaquez à une institution républicaine. Et si on s'attaque à l'institution, on s'attaque à la République. Il est normal que la République protège toutes ces institutions. Tout à fait. Lorsque vous voulez organiser une manifestation, les lois de la République disent comment vous devez faire. Tout à fait. Et le gouvernement de la République n'a passé son temps qu'à communiquer là-dessus. Ce que vous deviez faire, et les 100 fois précédentes où il n'y a pas eu d'autorisation, on n'a pas pu manifester. Vous pensez que c'est parce que votre éminent confrère n'a pas su interpréter la loi? Ça n'a jamais été fait dans les règles de l'art. Il s'est toujours s'agit du président de la République. J'aurais souhaité si vous vous souvenez d'une seule manifestation autorisée pour l'opposition, je vous en prie, dites-moi. J'ai commencé par vous le dire, il y a un problème de thématique. Oui. Vous avez commencé par organiser les manifestations en demandant le départ du président Biya. Oui. Et les autres, mais vous avez dit les précédentes, c'était la thématique aussi. C'était votre thématique après l'élection présidentielle. Et avant l'élection, je parle, ça fait que ça fait 30 ans qu'aucun parti d'opposition n'a pas marché. Monsieur, vous parlez seul. Ça fait 30 ans. Oh, vous parlez seul. Ça fait 30 ans. Je le regrette, vous n'êtes peut-être pas un démocrate, vous le présentez comme tel, vous nous trompez. Ou alors rapidement. Et puis je vais finir sur une seule phrase. La crise anglophone
Donc vous dites que vous sollicitez une solution. La régionalisation, la convocation et co-électorale participe au règlement de cette crise. Et c'est une résolution du grand dialogue. On vous a invité, vous n'êtes pas venu parce que vous estimez que vous êtes très fort et très grand. Voilà, on va partir rapidement à Paris. Joseph Léangoula, quel regard la communauté internationale va poser sur le Cameroun si jamais le MRC était dissous et peut-être que le professeur Maurice Kamto était renvoyé en prison? Alors, je pense qu'il faudra suivre de près la réaction de la communauté internationale qui s'était déjà fortement mobilisée pour la libération de Maurice Kamto. Mais j'ai le sentiment que derrière ce nouvel épisode de bras de fer entre Maurice Kamto et Paul Biya, ou entre le MRC et le parti au pouvoir, le parti présidentiel, se joue aussi l'avenir des rapports entre le gouvernement camerounais et les États-Unis. Parce que c'est, il faut le rappeler, les Américains qui sont en première ligne dans l'offensive diplomatique pour pousser le gouvernement camerounais à faire des concessions à la fois sur le dossier anglophone, mais aussi sur la question des droits de l'homme au Cameroun. On a vu tout récemment, il y a un mois, le Sénat américain, notamment par la voix du président de la Commission des Affaires étrangères, inscrit dans son agenda la question camerounaise, qui a été longuement discutée. Dans le cadre de cette discussion, il y avait un projet de résolution à l'issue qui prévoyait notamment de presser davantage le gouvernement camerounais pour l'appeler à multiplier les initiatives pour obtenir un cessez-le-feu dans les régions anglophones, mais il y avait également une volonté de le contraindre à se mobiliser sur les questions de droits de l'homme. Il y a par ailleurs, dans cette résolution, et c'est quand même quelque chose d'inédit qui traduisait un changement d'échelle, il y avait effectivement des propositions dirigées contre les autorités camerounaises, en fait. C'est-à-dire que le Congrès américain envisageait éventuellement des sanctions ciblées, ou envisageait de presser le département d'État américain pour des sanctions ciblées contre le gouvernement. Eh bien, face à tout ça, on constate aussi qu'aujourd'hui, le cercle avocat que Maurice Kamto a mobilisé dans le cadre de la prévention de la... Merci Joseph. On revient après le journal parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, en exclusivité, le professeur Maurice Kamto s'exprime sur ses conditions d'assignation à résidence illégale, dit-il, sans aucun acte légal qui a été notifié à l'intéressé. Le leader politique du MRC déplore l'attitude des autorités administratives. Il fait le point sur ses conditions de détention et parle également de ses camarades politiques incarcérés. Cela a-t-il entamé sa détermination à porter ses revendications au plus haut de son combat politique? Vous l'écouterez en exclusivité ce soir. Nous parlerons également de la réaction des acteurs de la société civile et acteurs politiques après cette situation vécue au Cameroun, là où près de 600 personnes ont été arrêtées et placées dans des conditions de détention inhumaines selon leurs propres avocats. Vous suivrez le député SDF Jean-Michel Nitieux interpeller la communauté internationale sur ces dérives vécues au Cameroun. Nous proposerons également un grand reportage sur la situation d'insécurité à l'extrême nord du Cameroun qui impacte sur la rentrée scolaire. Près d'une soixantaine d'écoles primaires n'ont pas toujours ouvert leurs portes et ce sont des milliers d'enfants victimes des affres de la guerre contre le terrorisme qui ne savent pas s'ils iront à l'école à l'extrême nord du Cameroun, dont plusieurs localités impactées par le terrorisme. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Et justement, dans quelques instants, ce sera le journal de 20h du lundi, présenté par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal, nous serons toujours en compagnie de nos invités en plateau, ainsi que Joseph Léangoula depuis Paris. Tout de suite, dans le 20h de Cédric Noufélé.